Face à l'Afrique, aujourd'hui, nous allons débattre sur le sujet « La France favorise-t-elle le sort de la diversité ?» Nous avons comme invité à ma droite M. Jean-Pierre Calotta, informaticien, consultant SAP, et à ma gauche, Mme Amina Mbo, chef d'entreprise. Vous êtes d'Amignon Vision. Voilà, Amignon Vision, la communication. Communication. Très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui est assez important, sujet traité au sein du gouvernement, au sein aussi des médias nationaux. Nous allons savoir qu'est-ce que c'est la diversité. D'abord, la première question que je pose, qu'est-ce que c'est la diversité d'ailleurs? Monsieur Jean-Pierre Calotta. Merci de me donner la primeur, mais j'aurais aimé que vous posiez la question à madame. Oui. Mais en parlant de diversité, on parle de cette, j'utilise le mot multiculturalité, si je peux utiliser ce mot, dans le sens que la France est plurielle au travers de ses différentes composantes culturelles. Elle l'a toujours été, même si, je dirais, d'essence plus ou moins jacobine, de l'histoire, elle a voulu toujours imposer dans un certain centralisme, si vous voulez, le fait qu'il y a la langue, qu'il y a la France. Mais il ne faut pas oublier que c'était un empire colonial, qui a pu à un certain moment intégrer les différentes cultures. Et le problème ne se posait pas tant que ça était encore une puissance coloniale, d'autant plus que les ressortissants de cette diversité coloniale, plus tard, qui est devenue une diversité dans le sens même des composantes de la République en France, chaque diversité ou chaque composante avait son territoire. Alors, on peut demander, alors, souvent, on demande, vous êtes français de quelle origine? Est-ce que cela vous choque, Madame Amina Mbo? Personnellement, non. Parce que je suis d'origine. Je suis née donc en France, à Paris, d'une maman métisse française sénégalaise et d'un papa guinéen. Est-ce que vous avez vous retrouvé avec plusieurs nationalités, plusieurs identités? Bien sûr que oui. Au contraire, pendant de nombreuses années, parce que j'ai pas eu la chance en fait de grandir avec ma vraie famille d'origine, donc ma famille d'origine africaine. J'ai grandi dans une famille caribéenne. Et personnellement, cela a été un manque dans ma vie, de ma vie de jeune adulte, de ne pas justement avoir ce côté d'origine a été pénalisant. Alors la France a commandé, parce qu'il y a quand même de problèmes qui surviennent aujourd'hui en France, il y a une fracture sociale assez importante. La France a commandé une enquête, une étude d'opinion pour savoir si vraiment ces Français de souche sont bien avec le français de la diversité qu'on appelle la minorité visible. Est-ce que le terme d'ailleurs vous convient, la minorité visible? Pas du tout. Pas du tout. Bon, après tout dépend du point de vue, des points de vue de chacun. Mais je crois que c'est un problème... J'aime bien les mots vus. Oui. Moi je crois que c'est plutôt un problème culturel au départ, de fait que je parlais en abordant un pan de l'histoire de la France par rapport à son empire colonial, contrairement à certains nouveaux pays comme les États-Unis ou le Canada, où cette multiculturalité peut se vivre à la limite plus ou moins assumée. Mais en France, c'était différent du fait qu'une puissance coloniale qui, du jour au lendemain, intègre parmi les composantes de ces anciennes colonies des citoyens qui le deviennent, il y a d'abord une relation qui était une relation de la métropole vers les colonies, qui dit colonisation, dit imposer un certain nombre une culture, hein. C'est pas seulement la langue, mais voilà que ces citoyens devenant français, la relation change. Et il a fallu plus ou moins intégrer cette nouvelle dimension dans les relations qui pouvaient exister entre les anciennes colonies, les ressortissants de ces anciennes colonies, qui devenant citoyens français, de première ou de seconde génération, ou même un peu plus tard, leur intégration dans la société française se faisait comment? Il y a aussi eu le problème de l'immigration liée au travail. Ça, on va y arriver. Oui, mais non, mais c'est important, parce que ça permet de poser justement le problème, les bases qui expliquent au moins la difficulté que peut rencontrer aujourd'hui la France par rapport à cette approche-là. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient, surtout venant de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, et qui étaient une main-d'œuvre importée et souvent non qualifiée. Donc à partir de 1945, on a eu cette main-d'œuvre déjà. Tout à fait. Cette main-d'œuvre n'avait pas au départ, en tout cas dans le chef de la France et des Français, vocation à rester sur place. La preuve est que les familles restaient en Afrique.
Et il a fallu les lois qui ont permis qu'il y ait le regroupement familial pour qu'il y ait, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, cette volonté de demeurer et de rester à demeure en France. Et c'est là où on a créé en fait des zones comme des HLM, des zones urbanisées et dédiées aux immigrés. Est-ce que ça servait à quelque chose? Depuis 1977-78, on a créé ces zones de l'HLM et ça a créé une fracture sociale où on appelle la ghettoisation de la société. Vous avez vécu cette situation? Alors oui, en effet. Donc moi, je suis née donc à Paris, comme vous disiez tout à l'heure, et j'ai grandi en banlieue parisienne et j'ai déménagé 2 ou 3 fois dans les zones urbaines, comme vous dites, enfin dans ces quartiers en banlieue. Et oui, en effet, ce sont des quartiers où malheureusement où on met souvent des personnes de la même origine. Et ça pose un problème de se développer dans la société, de connaître la vraie société française? Je ne pense pas que ça pose un problème parce que je pense pas que ça pose un problème parce qu'il en va à chacun de sortir de chez lui et de fabriquer sa route, son chemin pour se développer ou pour changer sa vie. Donc je ne pense pas que ce soit en fait ça l'obstacle. Alors l'obstacle pour vous, c'est quoi quand on voit qu'il y a quand même un échec cuisant au niveau, je parle d'échec scolaire, hein, on voit même en termes de sondage qu'on a pu, les études au niveau de l'INSEE, on voit que les immigrés n'ont pas beaucoup de chance ici en France. Alors, la première question à laquelle vous posiez, c'était à savoir est-ce que justement la France favorise l'essor des diasporas. Moi, j'ai envie de dire que la France aujourd'hui propose en fait des outils de formation à tout individu vivant en France. Ça, c'est une chose. Après, maintenant, à savoir, est-ce que une catégorie des Français, j'ai envie de dire, offre cet essor aux diasporas? Là est la question. Parce que justement, là vous parlez des personnes en difficulté, mais on peut aussi également parler des personnes qui ont fait des excellentes études, et qui ne trouvent pas d'emploi aujourd'hui. Et ça, c'est un gros problème. Ce n'est pas la France, c'est le français. Alors quand la France impulse cette idée de faire un contrat social, comment on appelle, diversité avec les entreprises, qu'entendez-vous par ça? Est-ce que c'est pas une hypocrisie en fait française? Il ne faut pas oublier qu'il y a un problème. Il y a un contrat social quand même avec les entreprises. Il y a 4300 contrats signés aujourd'hui avec les entreprises pour que ces entreprises acceptent la diversité. Moi, je trouve ça très triste. Oui. Je trouve ça très triste que l'État soit obligé de faire des règles, de faire des lois, des choses pour accepter, j'ai envie de dire, des personnes qui ont des compétences pour travailler. Une entreprise a besoin de personnes pour réaliser des missions. J'irai même plus loin, parce que ça, c'est faire des contrats pour que... je trouve ça choquant. Pour qu'une entreprise accepte des citoyens français. Là, je parle des citoyens français d'origine étrangère, sur cette base-là, quelles que soient leurs origines. Mais je crois que le problème se situe à 2 niveaux. Il y a un problème social en termes de chômage et de crise qui a exacerbé cette crise, qui est une crise identitaire, en tout cas pour beaucoup. Et je parlais de ces couches des personnes issues de la diversité, en tout cas les anciennes colonies, qui à un moment donné se sont vues devenir des citoyens français. Le rapport n'était plus le même. Rappelez-vous, dans le passé, comment est-ce qu'on a exposé, je parle de l'exposition universelle, que ce soit de Bruxelles, que ce soit... 1885. Voilà, que ce soit ici en France, jusque dans les années 30, on exposait les nègres comme dans un zoo. Et voilà que du jour au lendemain, au fur et à mesure qu'on avançait, les types de relations sociales devaient changer. Et une relation où, voilà, on avait affaire non pas à des citoyens de seconde zone, des colonisés qui devaient subir, ou je dirais, à qui on devait imposer une certaine culture, mais du coup, cette relation a changé. Mais est-ce que les mentalités de ceux qui avaient été élevés jusque-là, dans cette relation-là, avaient changé?
Alors la question se situe à ce niveau-là maintenant. Pourquoi on n'a pas la même réaction ou les mêmes réactions dans un pays anglo-saxon, comme par exemple l'Angleterre? Le problème est différent. En France, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a un décalage de 30 ans dans les combats. Les combats, en fait, des Noirs américains et des Noirs français. Je vois toujours, en fait, ce 30 ans de décalage. Je vais prendre un exemple qui... passer un petit peu à autre chose, un peu plus glamour. Prenons un petit peu aujourd'hui le combat que réalisent beaucoup de femmes, justement, pour porter leurs cheveux naturels. Il y a 30 ans de décalage. Dans les années 70, les femmes noires américaines portaient des afros immenses. C'est bien naturel, hein, vos cheveux. Oui, ils sont bien naturels. Et il y a ce décalage de 30 ans que moi, personnellement, je n'arrive pas à expliquer dans ces combats. Et au niveau professionnel, c'est la même chose. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a énormément de Noirs riches, d'Afro-riches. Et en France, je pense que, je ne sais pas s'il y a une étude de fait dessus, mais je ne sais pas combien nous représentons, nous, Afro-Français riches. Je reviens en disant que c'était un problème historique, parce que si on repart dans les années 40, le gouvernement du général de Gaulle, qui on retrouve dedans? On a retrouvé des gens comme Houphouët-Boigny et comme ça, qui sont des Noirs, qui étaient des Africains. Et je crois qu'ils avaient pu, à cette époque-là, occuper des postes en tant que ministre de la République ou député de la République. Et ils représentaient l'ensemble de ces colonies, qui faisaient partie de la France. Est-ce qu'on ne pouvait pas dire que nous avons notre nègre aussi dans l'administration? Non, ce n'était pas vraiment le cas, parce que quand il a été ministre, en dehors d'être député, je crois, je parle le cas d'Houphouët-Boigny, c'était accepté, c'était en tant que tel. Mais remarquez une chose, c'est que c'était des personnes qui étaient formées. Je parle de formées, qui avaient intégré les grandes écoles et tout. Il y avait cette volonté-là. Et vous parliez tout à l'heure de formation. Et moi, je crois que ceux issus de cette immigration qui était une immigration de travail vers la fin des années 50 avec les années 60, parce qu'il y avait un problème de main-d'œuvre. Ici en France, ils avaient besoin des gens pour aller dans les mines et consorts. C'était des immigrés qui n'avaient pas fait beaucoup d'études. Et ces immigrés venant des villages africains, n'étant pas instruits, n'ont pas, ou du moins pu transmettre à leurs enfants, les enfants qui n'étaient pas là d'ailleurs, parce que les enfants qu'il a fallu faire venir après un regroupement familial, il y a eu cette cassure de transmission. Et ces immigrés n'avaient pas vocation, en tout cas dans le chef de ceux qui faisaient venir cette main-d'œuvre, à rester en France. Donc il n'y a pas eu cet effort de les intégrer dans la République. C'est important, moi je crois que... Vous êtes assez prolixe, mais je vais y revenir par rapport à cela. On voit, vous êtes parisienne, il y a eu la première vague d'exode rural, qu'on appelle l'exode rural, au début avant le 19e siècle. Il y a eu de Bretons qui ont été à Paris, ont occupé des postes importants. Il y a eu des Auvergnats qui étaient là, à Paris, ont occupé des postes. Après, il y a une deuxième vague de Portugais, des Espagnols et de Maghrébins. En 1956, après, on se retrouve avec les Africains, sans bagages, sans des acquis. Et vous, comment aujourd'hui on se trouve à Paris, avec un brassage important culturel, comment on peut voir que la France est toujours à la traîne par rapport à cette situation de régler ces Français, le problème des Français des secondes zones, on peut dire ainsi? Parce que souvent, il y a cette barrière de langue qui, quand vous répondez au téléphone, vous avez un accent, on vous pose même la question, tiens, vous avez un accent derrière. C'est une barrière pour vous? Comment vous avez eu votre parcours? Est-ce que vos amis dans la banlieue ont vécu la même chose, la souffrance, ou ont excellé au niveau de leur étude? Et puis on passera à M. Kalota pour répondre à cette question-là aussi. Alors mon témoignage sur cette question est que mon parcours scolaire, dans mon parcours scolaire évidemment, il y a beaucoup de personnes que j'ai lâchées qui ont malheureusement fait de la prison. Donc ça c'est une réalité. Ensuite, beaucoup de jeunes filles avec lesquelles j'ai fait mes études ont eu des enfants et n'ont pas pu s'offrir en fait une carrière professionnelle.
Et pour finir, de ma génération, je trouve que les femmes de ma génération, et même avec lesquelles j'ai travaillé dans des structures ici à Paris, aujourd'hui sont entrepreneuses. Elles sont entrepreneuses. Alors, entrepreneuse... Pardonnez-moi, ça montre que quand on est entrepreneuse ou entrepreneur, montre qu'ils ont eu tellement de freins, de barrières, de déceptions. C'est pour ça qu'ils sont lancés dans la jungle d'entrepreneuriat pour créer leur entreprise, se prendre en charge. Mais pardonnez-moi l'expression, c'est une forme de casse-gueule aussi, cette histoire. Bah, écoutez, ces gens, et en effet, vous avez bien aussi raison de rajouter également les hommes, deviennent des entrepreneurs. Mais entrepreneurs militants. C'est-à-dire qu'ils vont en général créer une entreprise qui va en fait avoir un lien avec le pays d'origine. Moi j'appelle ça le business développement, c'est-à-dire faire de l'argent tout en contribuant au développement de leur pays. Et justement, je pense qu'on en est là, et j'en suis aussi une entrepreneuse entre guillemets militante, puisque tout ce que je fais a pour but d'améliorer justement mes pays d'origine. Alors, comment on peut admettre ça, que la France jette en pâture, en fait, c'est sa deuxième, troisième génération comme ça? En pâture, c'est quand même un peu dur. Je ne peux pas dire en pâture, parce que le problème, moi je crois que c'est un problème en termes un problème social, pas en termes de race, mais en termes je dirais, d'emploi. Pourquoi? Parce qu'on prend des jeunes de banlieue ou dans je dirais dans les zones rurales ici en France, en province, ils vont rencontrer les mêmes problèmes s'ils sont français de souche, de pouvoir intégrer les entreprises, être embauchés, ou du moins je dirais que l'ascenseur social ici en France est en panne. Hein, pour certains, ça a fonctionné. C'est un constat, mais alors, partant de constat, mais maintenant il faut des solutions. Oui, on en parlera peut-être. Les solutions sont d'abord des solutions en termes d'emploi comme tel. Après, on peut reparler du problème de l'intégration, dans le sens où est-ce qu'on a accepté l'intégration des personnes d'origine étrangère à diplôme ou à niveau de formation équivalent. Donc ça, c'est un autre débat, mais c'est vrai que c'est un problème qu'il ne faut pas balayer et dire que tout a été rose en France à ce sujet-là, mais je crois que la crise aidant, les difficultés que peuvent rencontrer aujourd'hui les jeunes issus de l'immigration, qu'elle soit nord-africaine ou de l'Afrique subsaharienne, est liée avant tout à cette problématique. Mais est-ce qu'en même temps, on avait eu les mêmes chances en termes d'école que les autres? C'est une question qu'il faut pouvoir se poser, parce que moi je dirais que pour qu'il y ait des bonnes études, il faut déjà qu'il y ait une bonne base familiale. Et c'est là où le problème a posé. Parce que la famille est un moteur d'intégration. Or, on va rencontrer au niveau de ces populations immigrées une certaine déstabilisation de la structure familiale. Liée au phénomène dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que les parents qui étaient plus ou moins cassés de leur famille, je parle de cette première vague d'immigration par rapport à ceux qui étaient venus travailler, il y a eu des recoupements familiales, mais la structure de la famille en Afrique, où souvent, je dirais, c'est la communauté qui a en charge de l'éducation, ce n'est pas seulement les parents, on se retrouve dans une société qui est plus ou moins, je dirais, pas égoïste, pour le dire ainsi, mais où la famille, c'est papa, maman et les enfants, pour résumer brusquement comme ça. Et il a fallu que je dirais, ces primo-arrivants, je parle de ces émigrés d'Afrique subsaharienne, puissent décoder je dirais, le mode de vie à l'occidental et être en mesure de suivre au quotidien le problème des enfants. Parce que entre le moment où il fallait chercher à ranger ses papiers, entre les moments où on se retrouvait immigré sans papier et suivre la scolarité des enfants... Donc on perd au moins une dizaine d'années par rapport à cela. Tout à fait. Et beaucoup des enfants étaient abandonnés à eux-mêmes et il y a eu un problème au niveau de la formation et de l'école. C'est un problème absolument. Alors Amine Abo, moi je m'attardais encore au niveau de l'identité, la vraie identité française. Quand on parle l'identité française, on peut les définir comment? Moi, je dis quand on peut les définir comment, j'entends les discours de Marine Le Pen, la famille Le Pen, le Front National. Ils récusent souvent la nationalité des gens issus de l'immigration. D'ailleurs, ils veulent faire voter des lois où on va encore sanctionner le droit du sol, le droit du sang, enfin, mélanger. Tout cela, ça augure que les gens rejettent complètement la France. Moi, j'ai vu des gens cracher sur l'emblème
historique, enfin l'emblème de la France, crier sur la Marseillaise, d'après vous, c'est extrêmement grave quand même, vous répondrez à cela aussi. Bah, écoutez, oui, en effet, c'est extrêmement grave ce qui se passe en ce moment sur l'identité des personnes en France. En effet, il y a, et que tout à l'heure on en parlait, il y a énormément de personnes d'origine maintenant qui s'intéressent, à force d'avoir été rejetées dans leur parcours, s'intéressent à leurs origines. Et donc, dans ces cas-là, dénigrent un petit peu justement le pays d'accueil. Mais n'empêche que j'aimerais revenir sur un sujet quand même d'actualité. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de migrants qui essayent d'arriver en Europe par tous les moyens. Et cependant, il y a quand même un message qui passe, parce que de tous les reportages que j'ai pu regarder sur ces sujets, je me suis rendu compte que ces migrants ne cherchent pas à rester en France. Pour avoir fait ma scolarité en France, on est français, on est un citoyen, on se balade dans les cours, dans la cour de récréation, on joue avec tout le monde, il n'y a pas de problème d'identité. Enfin, personnellement, moi je ne l'ai pas ressenti. C'est quand on commence en fait à rentrer dans la vie active que ces problèmes d'identité en fait reviennent. Et en fait, on ne nous prépare pas à ça à l'école. On ne nous prépare pas à nous dire que... on ne nous prépare pas à ça, en fait, à la sortie des cours et de se confronter justement à ce genre de problème d'identité. C'est assez intéressant d'aborder le sujet. Vous avez parlé des États-Unis et consorts. Mais c'est de remarquer qu'en France, déjà, même quand un politique parle d'éducation civique à l'école, c'est comme s'il s'excusait, à peine de le dire. Ou même s'il faut parler de drapeau ou de nationalisme, c'est devenu un terme, surtout en Europe, dès qu'on parle de nationalisme, c'est teinté, bien sûr, d'une connotation plus ou moins assez fasciste. Mais moi, je crois que la France n'a pas pu, à un certain moment, donner, en termes de la formation, de l'éducation des jeunes, leur transmettre l'amour du pays, l'amour de la France. Oui. Moi, je suis d'origine congolaise et je suis resté congolais. Absolument. Au bout de combien de temps 24-25 ans en France, je suis encore congolais. Une génération. Absolument. Mais aujourd'hui, je me sens, et je suis plus français que beaucoup de Français qui peuvent dire qu'ils le sont, mais en même temps, je me sens congolais de par non seulement mes origines, quelque part je me trouve un peu perdu des fois. Quand je rentre au Congo, je suis traité de blanc, bon, malgré ma couleur, et quand je reviens ici, et quand je reviens en France, je suis quelque part traité de pardonnez-moi, vous allez continuer, pardonnez-moi. Alors, pardonnez-moi. C'est quand même assez important ce que je veux dire par là. C'est que la France, c'est à peine il y a quelques années, où il y a un contrat d'intégration à la citoyenneté, un contrat social pour intégrer les immigrés aux valeurs de la République. Donc, chose que même beaucoup d'enfants français dans les écoles françaises n'ont plus du tout appris. Parce que je considère peut-être qu'à un certain moment donné, l'éducation nationale avait considéré que c'était des choses acquises et que, voilà, l'amour du drapeau et de la France n'était plus quelque chose dont il fallait parler. Dans les pays anglo-saxons, en l'occurrence aux États-Unis, cette composante-là reste, parce que malgré tous les problèmes qu'il y a eu vis-à-vis des Noirs, Black Panther et consorts et tout, le Noir américain, à l'extérieur, il se définit d'abord en tant qu'Américain, même si après ils ont parlé de African American, ça c'est autre chose, mais ils sont fiers de l'être. Voilà, ils sont fiers de l'être. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ceux qui sont français d'origine X, Y, sont fiers d'être français. Et je crois que pour être fier, il faut d'abord être accepté dans la société qui nous reçoit. Accepté dans la société qui nous reçoit. Et en même temps, en même temps respecter la société qui nous a reçus. Alors, on respecte bien la société française, nous a donné de la matière grise qu'on a aujourd'hui. On voit la façon dont vous vous exprimez qu'un Français des souches, si je peux dire ainsi. Mais le français, je l'ai appris au Congo, je l'ai pas appris. C'est un pays francophone, effectivement. Mais dites-moi, vous êtes tiraillé par rapport à plusieurs identités. Et quand vous allez en Afrique, on vous montre pas de doigt. Tiens, vous êtes française, vous n'êtes pas africaine, etc. C'est seulement le discours souvent des gens qu'on parle de métier, hein, c'est ce qu'ils vivent quotidiennement. Ils sont avec le français, ils sont français, ils partent en Afrique, ils disent moi je suis africain, donc je joue sur plusieurs cartes, je jouais sur plusieurs tableaux. Je suis une personne
Mon identité, je suis française, je suis africaine, donc par les deux pays dont je vous ai déjà cités, Sénégal et la Guinée. Et quand je pars quelque part, c'est la personne avec ses identités. Non, je ne joue pas avec mes identités, je suis. Et pourquoi la France n'arrive pas à comprendre que c'est une richesse pour la France en voulant intégrer les immigrés, en parlant d'intégration, pourquoi assimiler et intégrer? Pour vous, comment vous pouvez définir? En une minute. Oui, certes, la France... Intégrer, assimiler. La France est en train d'intégrer, mais il y a un problème, c'est qu'elle n'avait pas tenu compte des individus qu'il fallait intégrer. Et je crois qu'aux individus qui viennent s'installer en France, ils ont aussi à intégrer la France, c'est-à-dire à faire des valeurs de la France les leurs. Et cela... On dit, il y a un proverbe africain qui dit que le séjour dans l'eau ne transforme pas un trop d'arbres en crocodile. Oui, mais en même temps, il faut se dire une chose, c'est que moi, j'ai appris à aimer et à redécouvrir ma culture congolaise en France, c'est-à-dire l'amour de la France. Et je me dis aujourd'hui, je suis plus français que des fois congolais, mais je reste foncièrement congolais et je suis foncièrement français, même si je ne le suis pas, en tout cas sur le plan administratif. Mais il y a une chose, c'est que la France doit communiquer dans le sens où on intègre, mais les personnes qui viennent doivent aussi accepter cette intégration. Parce que ce n'est pas une... la France n'a pas à... Est-ce qu'à fortiori, on ne doit pas aller comme on voit en Angleterre, à Londres, cette forme de communautarisme obligé, donc chacun doit vivre avec sa communauté, et avec sa communauté, vous créez une force au sein d'une nation? Oui, mais je crois que le communautarisme, même s'il peut avoir certains avantages, mais n'est pas une solution dans le cas d'un pays comme la France. Et je crois que les valeurs de la République en France sont suffisamment connues, qui sont des valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité. Et je crois qu'une fraternité, elle peut être dans les deux sens, verticale ou horizontale, avec les diverses communautés de la République. Alors, je bascule. C'est dans les deux sens. Je bascule. Alors, comment... L'égalité, il y aurait aussi beaucoup de travail à faire. Oui, hein. alors, au niveau de l'égalité, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'égalité. J'ai parlé tout à l'heure au niveau des politiques. Les politiques sont en train de désexacerber en fait cette fibre en fait identitaire, tout ce qui s'est réduit au français, au pas français. Est-ce qu'on est encore arrivé à traiter encore cette histoire de français, pas français? Ça fait de nombreuses années qu'on est sur le sujet. Moi, personnellement, j'entends parler d'immigration presque tous les jours, que ce soit à la télévision. Bien sûr que c'est insupportable. C'est toujours nous renvoyer en fait vers nos origines. Et quand on dit qu'on est d'origine, on nous dit mais non, vous êtes français. Donc non, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Pour terminer, quand on va chercher du travail, on va dans le marché du travail. Il y a une loi qui devait être aussi votée pour faire les CV, il ne fallait pas mettre la faute. Oui, voilà. Oui. Alors, pour vous, testing, enlever les noms au niveau de consonances africaines, etc. Je suis pour les testings, parce que il est nécessaire de... Les quotas aussi, dans les entreprises? Je suis également pour. S'il faut en arriver là pour pouvoir, j'ai envie de dire, avoir des résultats concrets, je suis pour. Je suis pour toutes les solutions qui pourront valoriser les gens de la diaspora, qui emmèneront vers l'embauche d'autres. Et surtout à des postes à haut niveau, évidemment, je parle. Alors, on terminera avec ça. Mais par contre, je suis contre le CV anonyme, parce qu'on doit accepter que des gens viennent du monde. On est en 2015 aujourd'hui. Il y a les avions, il y a des bateaux. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a beaucoup de Français également qui immigrent aussi dans d'autres pays, notamment surtout dans le continent africain. Oui, c'est vrai qu'on voit comment, quand on va à l'aéroport, on voit comment les avions sont remplis des expatriés, entre guillemets, qu'il faille passer par une loi pour dire, voilà, il faut qu'il y ait un quota, il faut qu'il y ait un espèce... 30 secondes. Voilà. Mais je veux bien, mais moi je crois que si cette loi doit permettre que la France, en tout cas ceux qui le sont de souche, s'habituent à voir la diversité dans les différentes sphères de la société en France, ok, mais ça ne doit pas être un objectif. Je crois qu'où on est français, ou on ne l'est pas. Et dès l'instant qu'on vit dans ce pays et qu'on est en règle vis-à-vis
des exigences au niveau des lois d'établissement dans ce pays. Nous devons avoir l'égalité en termes de traitement de la part de ceux qui dirigent ce pays. Alors, je crois qu'on peut continuer, c'est vrai. On arrive une minute, on arrive au terme de notre émission. Une minute pour partir. Moi, j'aimerais, parce que c'est vrai, vous m'avez demandé mon témoignage concernant savoir si la France, en fait, donne l'essor, en fait, aux diasporas. Comme je le redis, la France offre tout ce qu'il faut, tous les outils pour que tous les citoyens puissent en fait trouver la voie, son chemin, via les formations, l'école obligatoire. Il y a la possibilité même de revoir, quand on n'a pas un diplôme, de faire une VAE pour pouvoir en fait avoir... voilà. Mais maintenant, ce sont les gens, ce sont aux gens qui embauchent de faire confiance, de regarder un CV comme ils le regardent pour d'autres. Donc voilà, ce sont aux gens. Et voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je tenais à vous remercier, monsieur Jean-Pierre Calotin et également Madame Amina Ambo d'être venus participer à ces débats assez intéressants concernant la diversité. La diversité, comme on dit, la France permet-elle l'essor de la diversité? On vient de l'entendre, les avis sont partagés et pour la prochaine fois, on aura une autre émission sur également la diversité. Merci, à très bientôt. Au revoir.